Alors, bonsoir mesdames et messieurs, cher public, ici à la salle de l'ECCG ou en ligne sur notre chaîne YouTube. Mon nom est Julien Biolay, avec Charlotte Taylor-Sec. Nous sommes les deux coprésidents de l'Association des parents d'élèves. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Et nous souhaitons évidemment une très cordiale bienvenue pour cette conférence, Les enjeux des jeux. C'est une destination, c'est un voyage plutôt, je veux dire, qui va nous mener à la destination de la planète jeu. Vous allez voir le déroulement après de la conférence ce soir. Quand nous sommes créés en fin 2023, l'Association des parents d'élèves a défini assez vite 3 valeurs qui guident toutes nos actions: lier, représenter et aider. Nous organisons durant toute l'année Bonsoir. Nous organisons durant toute l'année des événements qui nous permettent de nous retrouver entre parents, entre enfants, dans un autre cadre que la cour d'école. Nous sommes rentrés il y a quelque peu dans la nouvelle commission scolaire élargie qui va nous permettre de représenter la voix des parents auprès des autorités locales et des scolaires. Et enfin, nous organisons aussi des campagnes de prévention pour aider les parents à définir des thèmes qui lient l'enfant et son bon développement. Alors, tout au long de l'année 2024-2025, nous allons voulu explorer toute la diversité que nous offre le jeu. Et c'est environ une quinzaine d'ateliers qui ont été proposés aux parents afin de les sensibiliser à jouer avec leurs enfants. Donc nous avons commencé par des projections de films qui touchaient le thème du jeu. Nous avons proposé aussi des ateliers créatifs, des jeux libres, des jeux scientifiques. Et finalement, on se retrouve ce soir pour le point d'orgue de cette année du jeu qui se termine donc ce soir avec cette conférence. Et pourquoi le jeu ? Je vais passer maintenant la parole à Charlotte qui va nous expliquer le pourquoi de cette thématique. Bonsoir aussi, bienvenue à tous ici à Sierre et bienvenue aux amis sur Internet. Donc Maurice Berger, je l'ai rencontré il y a 1 an et il est pédopsychiatre spécialisé en fait dans la protection de l'enfance. Il a créé en France le seul centre hospitalier dédié aux soins des enfants extrêmement violents. Donc c'était une grande première en France il y a 40 ans. Et lorsque j'ai rencontré le docteur Berger, je lui ai demandé si, dans toutes ces années de recherche, il avait pu identifier un dénominateur commun chez tous ces jeunes très violents. Et sa réponse a été que oui, il y a quelque chose de commun chez ces jeunes. Ils n'ont jamais joué dans la petite enfance. Et lorsqu'il m'a dit ça, je suis rentrée à Sierre, j'ai parlé au comité de l'association des parents d'élèves de cette rencontre et nous avons décidé tous ensemble d'organiser l'année du jeu, donc avec toutes ces activités pour sensibiliser les jeunes à jouer en famille et à l'école. Et voilà. Donc avant de vous passer la parole, Maurice Berger, je voudrais vous expliquer un peu le développement de la soirée. Donc, Maurice Berger va parler environ 20-25 minutes de son expérience de ses soins hospitaliers avec les jeunes enfants extrêmement difficiles. Et puis, vous aurez la possibilité aussi bien ici à Sierre que sur notre chaîne YouTube à poser des questions. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions pour le docteur Berger. Et puis, ensuite aura lieu une table ronde qui sera menée par Monsieur Philippin, qui est rédacteur en chef de Canal 9, qui va en fait rassembler des personnes qui tournent autour de la sphère de l'enfance à Sierre. Donc, on va ramener en fait le sujet de l'importance du jeu, mais avec les spécificités sierroises. Voilà. Et puis là aussi, vous aurez la possibilité de poser des questions ensuite. Et puis, nous aurons un apéro où nous pourrons après discuter tous ensemble de manière conviviale de
voilà, de ce sujet. Donc Maurice Berger, c'est à vous. Cédric, je te fais passer la parole. Merci. Je commence? D'accord. Bonjour à tous. J'ai envie de commencer par une histoire. Dans le service de pédopsychiatrie que je dirigeais, on a été sollicité par des enseignantes pour des enfants de 2 ans et demi. C'est ce qu'on appelle la petite section de l'école maternelle. C'était des enfants qui étaient très agressifs en classe, qui avaient un retard de langage, on ne comprenait pas un mot, pardon, et quand on les testait, ils avaient ce qu'on appelle un retard de développement. Donc, on a proposé aux parents, aux mères, avec l'accord des pères, de faire un groupe toutes les semaines, un groupe d'1 heure et demie, où des professionnels de notre équipe jouaient avec les mères et avec ces tout-petits. Les jeux pouvaient être très simples, assis par terre, se lancer la balle entre les jambes de l'un à l'autre, construire une petite tour de cubes, les démolir, badaboum, etc. Et au bout d'1 an, les enfants n'étaient plus agressifs, avaient récupéré leur retard de langage, on les comprenait, et ils avaient récupéré leur retard de développement. Donc on a souhaité arrêter, et les mères nous ont dit qu'elles voulaient continuer 1 an de plus. Elles avaient appelé ça le groupe où on joue. Donc on a continué 1 an. Et quand on a publié ce travail, les collègues belges ont fait pour la radio-télévision belge, la radio d'État, 120 petites séquences d'1 minute, 1 minute 30, de parents qui jouent ou d'adultes qui jouent avec des enfants depuis l'âge de 3 mois, 4 mois jusqu'à 4 ans, des garçons, des filles, des pères qui jouent, des mères qui jouent. Donc, c'est sur le site yapaka.be. On a 120 petites vignettes pour donner des idées aux parents de jouer. Et puis, les Québécois ont repris la même idée avec des petites séquences, avec l'accent québécois. Sauf qu'au Québec, on évalue tout. Et ils ont évalué si ça avait servi aux parents. Et le résultat, c'est que ça n'a servi qu'aux parents des catégories socio-professionnelles supérieures qui cherchaient des idées de jeu avec leur enfant, qui avaient un peu épuisé tout ce qu'ils savaient faire. Mais les parents pour lesquels les enfants en auraient eu le plus besoin ne s'en étaient pas saisis. Alors, conclusion, ça ne marche que si on aide certains parents à jouer. Soit un adulte a un enfant joueur en lui, et dans ce cas-là, il va trouver, on peut l'aider un petit peu, mais il va trouver, soit il s'est passé des choses, en tout cas, il n'a pas d'enfant joueur en lui, et dans ce cas-là, ça marchera à 3. Donc, c'est un outil de prévention. Je précise aussi que dans notre groupe, on a proposé aux mères qui aimaient bien jouer de reprendre les jeux 5 minutes par jour à la maison, et aucune ne l'a fait. C'est-à-dire qu'elles étaient prises dans les tâches ménagères, dans les papiers à remplir, etc. Donc, c'est seulement le jeu où on a aidé des parents à jouer qui a permis aux enfants de progresser. Donc, vous voyez que le jeu, c'est sérieux. Alors, l'expression que j'utilise, c'est pour grandir, pour sa croissance, le corps a besoin de lipides, protides, glucides, et le jeu, c'est l'aliment de la croissance psychique, l'aliment du développement de l'intelligence et du développement des sentiments. Alors pourquoi? Tout d'abord, je vais vous dire ce que j'appelle un jeu. Il faut le définir. Le jeu, c'est gratuit, c'est-à-dire pour les petits en tout cas. C'est gratuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intention pédagogique. Ce n'est pas « je vais t'apprendre à faire ça » avec l'idée de « ah, mon enfant va réussir ou va échouer ». On n'a pas cette idée-là. Deuxième chose, le jeu,
ça n'est pas gagnant-perdant. C'est pas comme le Monopoly. Ensuite, le jeu, ça n'est pas vidéo. Alors désolé, vous pouvez offrir des beaux jeux vidéo, ça ne fait pas, ça ne sont pas des jeux au point de vue affectif pour un enfant. C'est des jeux avec des réponses automatiques, des jeux qui créent de l'excitation, des jeux où souvent les enfants sont tout seuls, ils ne partagent rien avec les autres. Donc, le jeu qui aide un enfant à grandir, c'est un jeu où on invente. C'est-à-dire, il y a une part d'inconnu. C'est un jeu où, si possible, c'est à toi, à moi. Donc, c'est partagé. Moi, j'aime bien les récits à deux, une phrase chacun que j'écris sous la dictée de l'enfant quand il est assez grand. Les dessins avec un qui commence un dessin, l'autre qui complète. Bon, il faut déjà des enfants qui sachent un peu dessiner. Et on invente comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'excitation, parce que à ce moment-là, c'est plus du jeu. Et il y a aussi des jeux avec les autres. Vous connaissez peut-être le jeu coopératif du verger contre le corbeau ou le jeu du loup de Nathan. Alors en fait, ce que je vous ai dit est en partie faux, au sens où le jeu n'est pas totalement gratuit. Ça veut dire que les adultes donnent du temps. Et ça, c'est le plus difficile. Les adultes gardent un petit moment dans la journée pour jouer. Et en particulier, ils arrivent à se décoller de leurs écrans eux-mêmes et à se décentrer d'eux-mêmes et à se centrer sur leur enfant. On peut passer toute une journée à tourner autour de son enfant sans avoir pris un petit moment avec lui à jouer. Alors les outils, il y en a deux sortes pour le jeu. Il y a les outils matériels. On a besoin de très peu de matériel. Je vous donnerai quelques exemples. On n'a pas besoin de grosses boîtes avec des gros emballages. L'important, c'est est-ce qu'on va y jouer avec l'enfant? Et aussi, est-ce que l'enfant va créer quelque chose avec? Et puis, l'autre jeu, c'est en parole. C'est les histoires lues ou inventées. Alors, on a plein déjà, on a un gros stock d'histoires. Après, ça peut être, moi je trouve Petit ours brun, je trouve que c'est très bien. Et d'ailleurs, dans les récits à deux, je commence souvent par une phrase de Petit ours brun. Qu'est-ce qui se passera après? Qu'est-ce qu'on invente? Et on a notre stock d'histoires anciennes. C'est les contes de Grimm, les contes de Perrault. Je précise qu'actuellement, je pense que ces histoires souvent ne seraient pas publiées. Parce que, quels sont les thèmes? La dévoration, les ogres, les meurtres, l'abandon, le petit pousset, l'inceste même, c'est peau d'âne. Mais chaque fois dans ces histoires, il y a une issue heureuse. C'est-à-dire, c'est des pulsions qu'un enfant peut avoir, d'être en colère, de se débarrasser de celui qui gêne, d'être en colère contre ses parents, d'avoir peur d'être abandonné s'il est passage ou autre, ou quand il est confié à une nounou au début, même s'il la connaît. Et là, il y a une solution qui est trouvée. Mais je dis bien, ces histoires sont quand même assez crues et on n'oserait pas maintenant parce qu'il faut édulcorer. Maintenant, on a peur de traumatiser les enfants. Moi, je ne suis pas sûr que ça les traumatiserait. Alors, à quoi sert le jeu? Voilà pourquoi je dis que c'est sérieux. Tout d'abord, on a des travaux qui montrent que le jeu sert à la croissance cérébrale, c'est-à-dire à la création de synapses. Il favorise les liens que font les cellules du cerveau entre elles. Et le cerveau en fabrique des dizaines de milliards et de milliards. Comme tous les échanges qu'on a avec un enfant petit permettent la création de ces synapses. Donc, sans que ce soit le but, ça prépare les apprentissages de l'école. Ensuite, le jeu apprend à faire semblant. C'est-à-dire, c'est comme si, on va faire comme si. C'est-à-dire qu'on imagine. Donc, ça prépare à l'imaginaire. Et donc, ça permet d'avoir de l'humour. Sinon, c'est littéral. Par exemple,
les jeunes, je travaille avec les jeunes des quartiers dits sensibles, les adolescents. Bon, je ne sais pas si vous suivez les informations sur ce qui se passe en France, mais on a d'énormes phénomènes de violence. On a des meurtriers à partir de l'âge de 13 ans. C'est une situation vraiment très, très compliquée. Et ces jeunes prennent tous les mots au sens littéral. Et ce qu'ils me disent, c'est on ne comprend pas, quand on commence à discuter entre nous, ça se termine toujours par des embrouilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sens de la plaisanterie. Donc, si l'un se moque un peu, c'est non, mais tu me dis quoi? Et ça va se terminer par des coups. Ou un autre exemple, je demande à. C'est comme ça que je testais l'imaginaire chez ces jeunes. Je dis, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million au loto? On a tous pu avoir cette rêverie. Et ces jeunes me répondent, mais votre question est complètement idiote. J'y réfléchirai quand j'aurai le million posé devant moi, là, sur la table. Donc, oh, ils ne peuvent même pas avoir le plaisir de s'imaginer très riches. Au mieux, ils s'imaginent comme certains joueurs de foot entourés de meufs. Enfin bon, vous connaissez le vocabulaire. Mais ça, c'est pas créatif. Donc, on va utiliser des petites figurines, des familles cheval, des familles tigres. Et là, on va pouvoir inventer plein d'histoires avec ce matériel qui est très simple et qui développe l'imagination. Alors, je vais aller plus loin. Dans le faire semblant, le jeu transforme l'agressivité en faire semblant. On sait que chez les enfants, chez 80% des enfants, il y a une phase d'agressivité ou même de violence, en gros entre 17 et 23 mois. Alors, ça peut être un peu plus long. Ce niveau est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Et souvent, vers 2 ans et demi, ça revient à la norme. C'est favorisé par l'acquisition de la marche, parce que quand la marche libère les mains, l'enfant peut commencer à attraper, à casser, avec parfois un certain plaisir. Et bon, je rappelle une phrase de Freud qui est l'enfer, ce serait le monde dirigé par des enfants de 4 ans. Je pense que Freud s'est trompé et c'est plutôt des enfants de 20 mois, 24 mois, la période des caprices et des non, 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 je veux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des enfants qui mordent, des enfants qui cassent, et le jeu, ça consiste à transformer ça en faire semblant, par exemple, mordiller ou retirer la main, faire semblant de mordre l'enfant, mordre une poupée qu'on fait crier. Donc, au lieu de détruire en vrai. Et on verra aussi les petits jeux qui peuvent être faits après. Alors, quand on n'a pas d'imaginaire, eh bien, on s'ennuie. Parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes presque tout le temps en train de vous parler à vous-même ou à parler à d'autres personnes à l'intérieur de vous. On est toujours en dialogue avec soi ou avec d'autres, sauf quand il y a de la musique ou qu'on fait du sport. C'est-à-dire que nos sens sont stimulés autrement. Et je vais vous donner un exemple. Ce sont des mineurs, un exemple banal, hein, des mineurs de 15 ans qui ont mis le feu à un entrepôt, 1 700 000 euros. Et je demande à un de ces jeunes pourquoi il a fait ça. Et il me dit, on s'ennuyait, alors on a mis le feu pour s'amuser. Donc après, ils voient arriver les pompiers, pimpon, ils filment, ils mettent sur les réseaux sociaux, etc. Mais le départ, c'est on s'ennuie. Quand on s'ennuie, les deux jeux les plus simples, c'est détruire et le jeu du gendarme et du voleur. Et en France, ça se passe très mal. On a beaucoup de forces de l'ordre blessées dans ce jeu du gendarme et du voleur. Alors, quatrième chose, le jeu permet de faire des expériences, ce qu'on appelle cognitives. C'est des expériences physiques, c'est-à-dire comment comprendre le monde en le manipulant. Ça permet de développer la motricité, les gestes fins. Alors, ce sont les jeux d'éveil. Bon, vous connaissez les tapis d'éveil, c'est doux, ça pique, c'est dur.
c'est les jeux de remplissage qui permettent d'expérimenter les transvasements. Vous savez comment les enfants peuvent jouer dans leur bain à transvaser d'un récipient dans un autre. Les jeux de transformation, transformer la pâte à modeler, l'argile, le sable, se déguiser, c'est se transformer. Les jeux de manipulation, si on ne peut pas manipuler, un enfant a besoin de manipuler pour savoir ce qui est dessus, dessous, dedans, dehors, derrière, devant, et surtout plus grand, plus petit. Et ça prépare la compréhension des nombres et même des lettres. Je vous donne un exemple tout simple. Bon, je ne peux pas le montrer, mais prenez la lettre d'alphabet imprimée petit b et la lettre petit d. Ce qui les différencie, c'est que le petit rond est devant la barre pour petit b et derrière la barre pour petit d. Et ça, l'enfant va l'acquérir, en particulier par la répétition. Des manipulations, c'est pas grave s'il échoue. On ne cherche pas une performance. Donc ça, c'est une grande règle. Il y a des professionnels, je sais, qui vont vous en parler après. C'est qu'on apprend avec son corps. On a beau avoir l'intelligence artificielle, avoir des tas de machines et d'ordinateurs, un enfant petit apprendra toujours que 1 plus 1 égale 2 en manipulant ce qu'on appelle en France des bûchettes, c'est-à-dire des petits bouts de bois, et on met un à côté de l'autre et ça fait 2. On ne passera pas autrement que par cette perception. Et puis, les jeux permettent des expériences affectives qu'on appelle symboliques. Alors, parmi les jeux importants, il y a absence-présence. Vous savez que les enfants, à partir de 6-8 mois, sont assez inquiets, car quand leurs parents partent, les confient à quelqu'un d'autre, il y en a qui pleurent dès qu'ils voient leur mère prendre sa veste pour sortir. Et donc, absence-présence, c'est cacher, coucou, cacher, coucou, ou on peut tricher, c'est-à-dire se cacher à moitié. Donc l'enfant voit quand même les doigts. Ou ça peut être, ça peut être un petit cube d'un objet euh, caché où il est. Et vous avez des enfants qui très tôt vont retourner trouver. Et là, on peut dire bravo, jouer, bravo, trouver. Donc, c'est le plaisir partagé de voir que l'enfant a trouvé. Ça peut être détruire, reconstruire. Alors, c'est un peu compliqué à montrer. Ouais, c'est par exemple une petite tour de cube délicat, badaboum, et on recommence, rebadaboum, et l'enfant va recommencer et recommencer. C'est important parce que par rapport à mordre, attaquer, ça montre qu'on peut détruire, mais que ce n'est pas détruit pour de vrai. On reconstruit, on redétruit. Il y a les jeux passifs-actifs. Passif-actif, c'est, bon, les enfants petits, on leur met la petite cuillère dans la bouche. Donc, ils dépendent complètement. Et à un moment, on peut faire le jeu contraire, quand ils savent un peu manier la petite cuillère, c'est-à-dire c'est eux qui vont la mettre dans la bouche du parent. Donc, c'est inverser cette situation de passivité. Le jeu de la dinette, donc l'enfant qui met quelque chose dans la bouche, on peut faire miam ou pouvoir recracher, enfin, tous les jeux de faire semblant. En fait, il n'y a pas de stricte chronologie. On invente. Et ce qui est... Alors, il y a deux éléments. D'une part, dans le jeu partagé, il y a l'émerveillement du parent, de voir que l'enfant arrive à faire des choses, et le fait de jouer ensemble. C'est un sentiment spécial de jubilation. On y est arrivé, comme le jeu du verger ou autre. Et puis, il y a des enfants qui jouent seuls. Et ça aussi, c'est important. On dit que un enfant qui joue, c'est un signe de santé psychique, à une condition, c'est que ce ne soit pas toujours les mêmes jeux répétitifs dans lesquels il s'enferme. Alors, je terminerai en disant que ça pose la question de quel enfant on a en soi. Il y a des parents qui ont un enfant joueur pour bébé, mode d'emploi. Des enfants qui ont des parents qui ont un enfant joueur pour plus grand. Bon, on fait avec ce qu'on peut, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que le jeu, ça n'est pas ridicule. Il y a des parents qui peuvent avoir un peu la crainte de jouer, en particulier dans le groupe qu'on faisait, mais
c'est, je le répète, c'est un plaisir sérieux. Les deux mots vont ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai terminé. Je ne suis pas sûr d'entendre ce qui va être dit. Là, j'ai un problème. Ce que les orateurs vont dire, Ça marche. les autres intervenants. Voilà, vous m'entendez mieux qu'avec celui-là. Hein. Ouais, voilà. Oui, donc en fait, on doit passer par notre Cédric National pour lui relayer vos questions, sinon il ne les entend pas comme cela. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, on va les poser maintenant à Maurice Berger. On va en prendre 3. Il y aura encore l'occasion d'en poser à la fin de la table ronde. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'imagine que oui, la première question est toujours timide à venir, mais dès qu'on en pose une, après, on ne s'arrête plus en général. Alors, on va faire ça comme ça. Vous posez simplement votre question comme cela, et puis on la transmet. Alors, allez-y. Moi, je me demande, on a beaucoup parlé du jeu dans la toute petite enfance et puis des déficits ou des lacunes qui peuvent en résulter. Est-ce que ça, c'est réversible jusqu'à un certain âge? Est-ce qu'il y a une notion d'évolution, d'âge? Vous voulez dire réversible si un enfant présente des difficultés psychiques ou si on n'a pas joué avec lui petit? Ah oui, ah oui, oui. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que moi je trouve que jusqu'à 12 ans, les enfants sont encore proches du monde de l'enfance, proches de la pensée, avec des animaux, des histoires d'animaux. Je trouve que c'est tout à fait possible. Et les enfants vont sentir vers quel adulte ils peuvent aller pour faire cette expérience relationnelle. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les adolescents. Parce que les adolescents, oh non, ça c'est des jeux de petits, c'est des jeux de bébés. On passe très vite aux jeux gagnant-perdant. Là, oui, c'est plus compliqué. Encore que ça va dépendre, mais les, les jeux de inventer des histoires, de récits à deux, euh, je trouve qu'on a des grands qui le font volontiers. Ça va dépendre de la capacité pour un adolescent de faire appel à ce qui est resté petit en lui et qui n'a pas suffisamment pu jouer. Mais, moi, il m'arrivait avec des durs. Hein. Je travaillais en centre éducatif renforcé. C'était les mineurs des banlieues les plus difficiles. Il m'est arrivé de faire des récits à deux, une phrase chacun, ou ouais, et puis même de jouer aux échecs. Évidemment, aux échecs, on gagne ou on perd, mais le but, c'était de jouer ensemble. Et puis, il y en a d'autres, quand on leur proposait de jouer comme ça, ils disaient, mais vous êtes complètement fou, c'est pas du vrai ça, vous êtes malade. C'est-à-dire pour eux, l'imaginaire, quelque chose d'imaginaire, ne faisait littéralement pas partie de leur catégorie de pensée. Et il y avait toujours comment on appelle ces livres, les mangas, les livres japonais, illustrés japonais, et certains découvraient qu'on pouvait imaginer une histoire pour la première fois de la vie en feuilletant ces petits livres, et puis d'autres n'y arriveront peut-être jamais. Voilà, est-ce qu'il y a une deuxième question? On peut en prendre 3, je pense. Il y avait d'autres mains qui s'étaient levées avant. Hein. Est-ce que ces mains vont se lever à nouveau? Ou est-ce que tout est clair? Est-ce qu'on peut passer? Ah, madame, tout au fond.
Vous parliez tout à l'heure de cette expérience de suivi des dyades parents-enfants qu'on stimulait à jouer pendant 1 an en évoquant l'impact positif sur les enfants. Je voulais savoir s'il y avait eu un impact positif observé sur le parent participant. Non, non. Je répète ? Oui. Ouais, c'est peut-être plus simple de la poser en direct, hein. On perd un peu de substance quand on a plusieurs intermédiaires. Bonjour. Parfaitement. Merci. Vous parliez tout à l'heure des dyades parents-enfants qui avaient été stimulés pendant 1 an à jouer et de l'impact positif sur les enfants. Je me demandais si un impact positif sur les parents participants avait été observé également. Oui. Oui, mais pas... c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que l'enfant ne voyait plus son parent comme avant. C'est-à-dire qu'il y avait la trace des moments partagés, de plaisir partagé ensemble, alors qu'avant, il pouvait y avoir du plaisir au moment du repas, des choses comme ça, mais cette complicité dans le jeu, elle n'existait pas. Donc du coup, l'enfant voyait son parent différemment et le parent voyait son enfant différemment. C'est-à-dire qu'ils avaient un lien qui était d'une nature différente. Le mot de complicité, c'est peut-être trop simple, je ne sais pas quel mot utiliser, mais il y avait une expérience, oui, commune, où ils s'étaient retrouvés tous les deux pareils dans le plaisir, et que c'est une chose qu'ils n'avaient pas éprouvée dans la vie quotidienne. Et puis aussi, les parents avaient été amenés à nommer, parce que il y avait toujours à 3, donc il y avait 4 mères ensemble, il y avait plusieurs professionnels, et on mettait toujours des mots, c'est-à-dire la balle, je te lance la balle, renvoie, oula, c'était fort, tout doux. Donc, dans des familles où il y avait relativement peu autre chose qu'un vocabulaire très, très concret. Vous savez qu'un grand problème qu'on a dans certaines familles, c'est une très grande pauvreté de vocabulaire, et en particulier, les enfants ont très peu de vocabulaire pour exprimer leurs émotions. Ce qui fait que ça se tourne très vite vers une expression par l'acte, par l'agir. Et en particulier, ça peut être par des actes agressifs. Et donc, tout ce vocabulaire que les parents ont utilisé avec l'aide du professionnel, ça restait à la maison. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et aussi, l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où ces enfants deviennent moins violents, et en plus de vocabulaire, ils vont beaucoup plus profiter de ce que les enseignants leur proposent dans la petite, dans la petite section. Juste une parenthèse. En France, on cherche des modèles par rapport aux grosses difficultés qu'on a avec une partie, je dis bien une partie de la population immigrée, où on a vraiment des enfants violents. Et le modèle danois est intéressant, c'est que pour avoir des subsides, de l'argent de l'État, les parents doivent mettre leur enfant, à partir de l'âge de 12 mois, au minimum 25 heures par semaine en crèche. 25 heures pendant lesquelles ils apprennent à vivre en groupe, mais surtout, ils apprennent à jouer et ils apprennent à parler le danois correctement. Donc, et là, on voit comment ces enfants parviennent à s'intégrer. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, vous avez eu votre réponse. Il y a encore une question peut-être avant qu'on passe à la table ronde. Il y en a une? Alors vas-y, je te laisse la relayer.
Bonsoir, docteur. On a une question d'une Bonjour. participante sur Internet qui nous pose la question « Comment gérer un enfant qui déteste perdre ?» Euh, Alors, c'est vrai qu'il y a des parents qui trichent en laissant gagner leur enfant. C'est une manière d'esquiver le problème, mais c'est une manière qui est aussi valable. Donc, il faudrait évidemment aller plus loin. C'est-à-dire quand il perd, est-ce qu'il pique une grosse crise de colère? Est-ce que d'un geste, il envoie balader tout le jeu? Est-ce qu'il a un petit frère ou une petite sœur qui font qu'il a perdu sa place d'enfant unique? C'est, je suis désolé, je n'ai pas de recette. Je dirais qu'on peut peut-être simplement... Alors, il vaut peut-être mieux passer par des jeux où il n'y a pas de gagnant et de perdant pendant un moment, si c'est possible. Cela dit, s'il y a plusieurs enfants dans la famille, si qui jouent à certains jeux, si on joue aux cartes, si on joue à la bataille, enfin, vous devez connaître ces jeux, ben oui, il y a un gagnant et un perdant. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions que lui dire, ben, le jeu est cassé. C'est cassé, on ne peut pas aller plus loin. Donc, je dis soit des jeux où on ne gagne pas, soit des jeux le laisser gagner pour le moment, soit dire ben, le jeu est cassé. Il y a de fortes chances pour que ça disparaisse. Et en particulier, c'est vraiment le rôle du groupe. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les parents ne peuvent pas faire et que le groupe des autres enfants ne laisse pas passer. C'est-à-dire, si tu veux toujours gagner, ben, tu seras mis à part du groupe. On ne continue plus à jouer avec toi. Et là, on a des enfants qui finissent par accepter pour rester dans le groupe. C'est là où l'école a un rôle majeur, puisque l'enfant est en groupe et qu'il peut y avoir diverses activités. Donc, moi, je compterais presque plus sur le groupe des pairs, PAIRS. Et puis, il y a des personnes qui resteront mauvais perdants toute leur vie. Et ça sera un petit handicap dans la vie. Voilà. Peut-être que dans la salle, des personnes ont des réponses plus pertinentes que les miennes. Voilà. Puis effectivement, je crois qu'il y a aussi des adultes qui n'aiment pas perdre, hein. Je crois que j'en fais partie, mais il doit y avoir d'autres personnes dans la salle. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie table ronde. Oui. Là, vous avez compris. Oui, un adulte qui n'aime pas perdre, c'est pas la même chose d'être un battant et de ne pas aimer perdre. Pas aimer perdre, c'est compliqué. Voilà, non, tout à fait, effectivement. Donc on passe à la partie table ronde et à la fin de cette table ronde, vous pourrez interpeller nos 3 spécialistes, mais également Monsieur Berger. Ça sera trop compliqué de le faire intervenir pendant la table ronde parce qu'il ne nous entend pas. Donc voilà quoi. Ouais. Alors on y va. Donc je vous présente nos trois spécialistes. On va mettre un peu de valaisanité dans cette soirée. Alors j'imagine que le mot n'existe pas, mais peu importe, il se prête bien à cette soirée. Je vous demande d'applaudir nos 3 invités quand je vous les présente. Il faut se donner un petit peu de cœur à l'ouvrage. Alors Sarah Richard, bonsoir. Je vous laisse venir. Voilà. Alors Sarah Richard, je vais essayer de vous présenter le mieux possible. Je vous laisse vous mettre au bout de la table. Donc, psychomotricienne au Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent à Sierre. Votre rôle, proposer un soutien thérapeutique pour pallier les difficultés ou les troubles psychomoteurs à travers le mouvement, le jeu, l'expérience en interaction. C'est juste ? Jusqu'à présent, je crois que j'ai tout juste. Donc, on peut continuer. On applaudit Valérie Caldellari. Bonjour à vous également.
Alors, enseignante spéciale, je vous laisse venir au milieu. Là. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire, donc je me suis représenté la table ronde de ce soir. Enseignante spécialisée et neuropraticienne auprès d'enfants de 1 et 2H à Sierre. Vous êtes la représentante des écoles. Hein. Ce soir, vous travaillez sur les fonctions exécutives. Les chefs d'orchestre du cerveau, m'avez-vous dit, vous nous expliquerez tout cela, qui permettent de s'adapter à des situations inhabituelles. Et enfin, Nicole Pello, on vous applaudit également. Madame Pello, je vous laisse vous mettre ici. Alors, pédiatre, hein, pendant 20 ans, responsable médical d'une équipe pour tous les lieux d'accueil de la petite enfance à Genève, ainsi que du service médical et psychopédagogique de Sion, tous deux visant à promouvoir la santé et le développement de l'enfant. Est-ce que j'ai bien travaillé ? Alors c'est parfait. Alors on peut y aller, on peut débuter cette table ronde. Donc il y aura bien entendu des choses qu'on a entendues de la bouche de Maurice Berger qui vont se répéter ce soir, mais encore une fois, à la lumière de vos pratiques respectives. C'était surtout ça qui était très, très intéressant. Alors Maurice Berger nous a fait la démonstration de l'importance du jeu chez l'enfant, des conséquences de ne pas jouer. Nicole Pello, je débute avec vous. Ça débute par le tout petit. Hein. Vous mettez en avant la notion de jeu libre. Je crois qu'on va récupérer peut-être le 4e micro, ou bien c'est cela, ce sera plus simple. Comme ça, oui, chacun aura un micro, ça sera beaucoup plus simple. Ça marche, il y a juste à parler dedans. Le jeu libre, c'est quoi ? Si vous deviez nous l'expliquer en quelques mots. Le jeu libre. Mais c'est vrai que ça commence très tôt. Et le tout petit, même sans avoir encore d'objet à manipuler autour de lui, il va tripoter ses pieds, il va mettre ses mains à la bouche. Il est déjà dans le jeu, il est en train... En fait, c'est découvrir son environnement avec tous ses sens. Voilà. Et puis, pour moi, le rôle de l'adulte, c'est de créer un contexte qui soit favorable, sécuritaire. Et puis, alors, j'aime bien, il y a mes collègues et ceux qui sont dans la salle, qui sont du milieu, le connaissent, mais le 3W, en français, enfin, en anglais, c'est Watch, Wait and Wonder. C'est juste merveilleux. Et ce terme a été utilisé par Dr Berger, Wonder, l'émerveil. Alors, je vais le dire en français. Observez, laissez le temps, et puis émerveillez-vous. Mais ça veut dire qu'on est avec l'enfant. Ah, il tripote ses pieds. Ah, il a renversé le gobelet. Il sait faire ça. Et l'enfant, il est porté par l'adulte. Voilà. C'est inné, ça, chez le nouveau papa ou la nouvelle maman, d'être lui, à son tour, porté par l'enfant, de s'émerveiller. C'est pas forcément évident, non ? Alors, c'est intéressant parce qu'on l'a vu là dans l'exposé du docteur Berger, il y a des parents qui sont en grande précarité, qui ont vécu des histoires traumatiques, quelles qu'elles soient dans leur vie. Et pour ceux-là, c'est vrai qu'ils peuvent être démunis et ceux-là vont avoir besoin d'aide pour trouver le chemin auprès de leur enfant. Mais les parents plus standards, on va dire, qui ont des familles, qui ont des grands-parents, qui ont un entourage qui les accompagne aussi dans leur rôle de parents, ceux-là, ils auront reçu ça de leurs parents et puis ils vont le recevoir aussi de leur entourage. Mais c'est vrai qu'on a besoin de soigner certaines de ces relations. Alors là, lui, il a parlé de situations vraiment graves, mais il y en a des moins graves. Enfin, moi, j'ai travaillé à Genève en guidance interactive que les professionnels connaissent. C'est merveilleux, je veux dire. Même pour des petites difficultés que les parents rencontrent, je ne sais pas, l'enfant est difficile, l'enfant ne veut pas manger, l'enfant ne veut pas dormir. En guidance interactive, on utilise le jeu et le parent est avec l'enfant pour jouer et on aide le parent à identifier ce qui s'est passé entre eux, les moments où vous étiez bien ensemble. En fait, on valorise le parent et le parent voit les compétences de l'enfant et les siennes. Et ça leur permet vraiment de progresser. Et là, je pense que ça c'est des soins très basiques, mais qui pourraient, en fait, je pense qu'ils se passent même naturellement dans certaines familles. Et là, on a des professionnels quand ça ne va pas pour le faire, mais ça peut être la marraine, la grand-mère, qui accompagne le parent dans ce chemin vers son enfant. Alors, parmi les professionnels, justement, Sarah Richard, donc on a bien entendu préparer tout ça longuement par téléphone, notamment pour préparer ce qu'on appelle un canevas, pour vous proposer une soirée intéressante. Vous m'avez dit, toujours par rapport à cette interaction avec le tout petit ou un peu plus grand, privilégier des moments courts, mais en pleine présence. Alors, dit autrement,
Quand on s'occupe de son enfant, on n'a pas les yeux rivés sur son téléphone portable. Oui, en fait, j'avais dit ça. C'est pas forcément qu'il faut privilégier des moments courts, mais disons que c'est mieux. Intense. Voilà, disons que c'est mieux d'avoir des moments courts, en pleine présence, effectivement, sans avoir le téléphone à côté qui peut nous déranger ou attirer notre attention, que passer un long moment, comme le disait aussi le docteur Berger, quoi, un long moment autour de son enfant, on dit ah, mais on est avec, mais en fait non, on n'est pas vraiment avec. Donc voilà, si on n'a pas beaucoup de temps, autant passer un petit moment où on est vraiment, vraiment là, présent, bien présent avec son enfant. C'était plutôt par rapport à ça, quoi. Voilà, Valérie Caldellari, vous passez en dernier, c'est pas évident. Il en faut une, hein, de toute façon, donc c'est tombé pour vous. Vous proposez des conférences intitulées « Mon enfant commence l'école ». Déjà, est-ce que vous avez tous entendu parler, toutes et tous, de ces conférences? Dites-nous un petit mot là-dessus, quand même, c'est important. Oui, alors c'est un projet en fait qui est né il y a quelques années suite à l'observation des carences de certains enfants qui commençaient l'école, et surtout de cette balance entre les enfants qui étaient prêts à commencer en termes de stimulation, et le jeu fait partie de ça, et les enfants qui ne l'étaient pas. Donc 6 mois avant de commencer l'école, la ville de Sierre je propose pour la ville de Sierre des conférences qui préparent les parents à préparer leur enfant à l'école. Et là, c'est vrai que dans ces conférences, le jeu a une grande place parce que c'est central dans le développement de l'enfant. C'est bien quelque chose où tous les professionnels sont d'accord. C'est assez rare en développement de l'enfant. Donc voilà, il y a une grande part sur le jeu et les écrans. Et c'est proposé dans plusieurs communes et c'est ouvert volontiers. On peut en discuter après à d'autres communes avec plaisir. Alors moi, j'étais très étonné en préparant cette table ronde. Alors, ce n'est pas mon domaine de compétences, mais on apprend tout le temps. Mais il dit, par exemple, il y a des enfants qui commencent l'école, et je cite vos propos, qui n'ont jamais vu un feutre ou de la pâte à modeler. Donc, on commence l'école, on va aller à quoi? À 4 ans. C'est possible, ça, pour de vrai? Alors, non seulement c'est possible pour de vrai, mais j'en vois des dizaines par année qui n'ont jamais effectivement vu un feutre, jouer avec de la pâte à modeler, qui n'ont aucune idée de ce qu'est un livre, qui sont incapables de faire un pulse d'imbrication. Donc, c'est des pulses où on met le petit tracteur dans le trou d'un tracteur, la petite poule dans le trou de la poule. Donc ça, oui, ça existe, on les voit tous les jours. Et c'est effectivement des enfants qui vont se retrouver pris en charge dans l'enseignement spécialisé avec certitude. Et c'est pleinement lié à cette carence en jeu. Alors, il y a un des grands moments de cette soirée, c'est le test du pot de yogourt. Alors, vous m'avez parlé du test du pot de yogourt. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Donc, on a le fameux pot de yogourt et vous avez un enfant en face de vous et lui, il peut voir un pot de yogourt ou il peut voir autre chose. C'est ça? Oui, voilà. Alors, pour l'anecdote, j'ai parlé du pot de yogourt 1 minute 30 sur 1h30. Voilà. mais je vais vous expliquer. Mon attention, voilà. Bien entendu. Donc, ce pot de yogourt, je peux en faire un chapeau, je peux en faire une trompette, je peux en faire un petit bonhomme qui se balade dans une forêt. Je peux lui attribuer des caractéristiques qu'il n'a pas dans la réalité. Ça s'appelle la fonction symbolique. Il en a parlé, donc je ne vais pas tout redétailler. C'est un test que je fais avec des élèves qui entrent à l'école. Quand je joue avec eux, que je les observe dans le jeu, je regarde s'ils sont capables ou pas d'attribuer des caractéristiques différentes à un objet. Alors là, c'est un pot de yogourt, ça peut être un cube ou complètement autre chose. Et si ce n'est pas le cas, alors ça devient une priorité pour moi dans la prise en charge. Et c'est là qu'on va renforcer le jeu du faire semblant, qu'on va essayer d'attribuer des caractéristiques différentes à des objets, qu'on va aussi trouver des solutions pour pouvoir rester dans le jeu. Et ça, c'est une grande partie de mon travail. On va essayer de faire intervenir Maurice Berger quand même dans la discussion. Monsieur Berger, est-ce que vous nous avez entendu déjà? Première question. Oui, je vous ai entendu. Je trouve que vraiment... Alors nous, on vous entend moins là. Alors on va vous entendre un petit peu. Voilà. Est-ce que vous nous avez entendu? Non, je trouve que l'intervention de Madame sur la guidance interactive, c'est vraiment très court, pleine présence, émerveillement. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce moment. Et je suis complètement d'accord sur le fait que c'est le moment où l'enfant on va pouvoir lire ce qui le soucie, et le parent va pouvoir le constater. Et je trouve qu'à ce moment-là,
on a, si je puis dire, un travail de nomination. C'est-à-dire, on peut dire aux parents, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il est en train de faire, de ce que votre enfant est en train de faire? Ou qu'est-ce que tu penses que maman... Enfin, on se tourne vers maman n'a pas compris. On peut même dire ça. C'est-à-dire qu'on va faire circuler les intentions au cas où l'un ne les comprendrait pas. Alors, Maurice Berger, vous nous avez parlé... Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un outil de guidance, d'aide aux parents. Enfin, moi, je trouve qu'on n'a rien trouvé de mieux. Pour rassurer un enfant, on n'a rien trouvé de mieux que le câlin. Et pour l'aider à, je dirais, surmonter ses difficultés, ou même pour comprendre le monde, on n'a rien trouvé de mieux que le jeu. Finalement, c'est assez simple. Hein. Ouais, si on pouvait régler pas mal de problèmes actuellement sur la planète avec le jeu, ça serait assez simple, effectivement. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez parlé avant des effets négatifs que vous constatez chez certains de vos patients, donc des enfants de 12 ans. Vous employiez le mot criminel, des enfants aussi qui tournent mal, plus jeunes. Nicole Pello, on fera un tour de table. C'est quoi les effets que vous remarquez chez vos petits patients qui ne jouent pas? Concrètement, comment ça se manifeste? Je pense qu'il y a autant de cas qu'il y a d'enfants, hein, bien entendu. Oui, non, mais c'est vrai. Alors bon, il y a deux milieux très différents dans lesquels j'ai travaillé. Les tout-petits en crèche et puis plus tard l'école. Donc les tout-petits en crèche, ça a été dit. C'est vrai, on a des enfants qu'on a de la peine à comprendre parce qu'eux ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas eu le jeu avec leurs parents ou d'autres pour apprendre. Finalement, c'est apprendre à vivre, jouer. C'est découvrir le monde, apprendre à vivre. Même les jeux avec des règles perdant-gagnant, on apprend aussi. Et moi, je pense que c'est important d'apprendre à perdre. Mais ça, c'est une autre question. Donc, les tout petits, on a des mordeurs, ou on en a qui sont en retrait. Les plus impressionnants, pour moi, ce sont ceux qui sont en retrait, parce que les mordeurs... avec les psychomotriciennes, on arrive à travailler autour de ces questions-là. Ceux qui sont en retrait, il y a tout un aménagement à faire autour d'eux pour arriver à aller les récupérer. Et parfois, ça nécessite des soins comme la guidance interactive ou d'autres consultations ou des psychomotricités ou d'autres que je ne connais pas. Ça, c'est pour les tout petits. Oui, ça se voit. Chez les plus grands, je pense que ça a un impact sur la scolarité. Maurice Berger l'a dit. Si on n'a pas appris à jouer, on n'a pas appris tellement de choses. Le jeu symbolique, c'est un bon exemple, mais plein d'autres choses aussi. Et la vie en société, la relation avec les autres. Donc, c'est des enfants qui sont en difficulté à l'école et très rapidement, on va les envoyer au CDTEA, voir une psychomotricienne, une psychologue, voir un psychiatre, parce qu'il faut essayer de récupérer. Mais moi, je suis pas... Enfin, je suis un petit peu optimiste. Je pense qu'on arrive à faire du chemin pendant cette période d'âge. Il faut rester optimiste. Ce sera une question plus tard. Est-ce qu'il y a une solution pour chaque enfant? Mais je vous la J'aimerais poserai un peu plus juste tard. allez-y. Allez-y. Parce qu'on a parlé aussi des enfants migrants qui sont souvent avec des parents qui vont tellement mal à cause de leur histoire que, ou même des familles monoparentales qui sont en grande difficulté. Puis qu'est-ce qu'ils font les enfants? La maman elle est sur le téléphone et puis il y a un écran pour le tout petit déjà. Et là ces enfants sont grands, enfin c'est presque des enfants sauvages. Je veux dire, ils apprennent pas à parler, ils apprennent pas à jouer, ils n'ont pas cette découverte de la vie par le jeu à la maison. Ils arrivent en crèche, à l'école, ils sont gravement atteints. Alors, je pense qu'il y a un travail qui se fait, en tout cas en Valais aussi, avec le service éducatif itinérant qui va à domicile et qui va jouer, qui accompagne les parents à jouer avec leur enfant. Je ne sais pas si en Valais ça existe, mais il y a Petit Pas. C'est un programme suisse très intéressant. Petit Pas, c'est des équipes de... On fait appel à des gens des communautés migrantes, mais qui sont déjà bien intégrés et qui vont avoir une petite mallette, mais toute simple, avec des jeux. Et on va proposer aux mamans nouvelles arrivées, si elles le souhaitent, d'avoir la visite d'une de leurs compatriotes, à cause de la langue aussi, bien sûr. et qui va jouer avec la maman et l'enfant.
Et on voit les progrès de ces enfants, vraiment. Et ceux-là, on les aide à aller vers l'école, parce que d'abord, c'est à domicile, mais après, on emmène ses mamans, c'est souvent les mamans, ses mamans et ses enfants à la place de jeu du quartier. Et puis l'étape suivante de ce programme, c'est un programme qui s'appelle Primo en Suisse, qui soutient le démarrage à l'école. Mais je crois qu'en Valais, oui, je l'avais proposé un peu à Sion, mais je n'ai pas eu d'écho. Mais je pense que vous autres professionnels, vous devriez leur en parler. Alors, on a encore du chemin à faire, à vous entendre. Sarah Richard, donc CDTEA, c'est vous. Donc, il y a une famille qui pousse la porte du CDTEA avec un enfant. C'est quoi les symptômes que vous observez? C'est un peu la même question que j'ai posée à Madame Pello. Quels sont les symptômes que vous observez sur cet enfant qui ne joue pas? Alors déjà, c'est difficile des fois de savoir si vraiment il n'a pas joué ou peut-être voilà, des fois il a peut-être pas suffisamment joué, mais en fait j'ai jamais vraiment posé la question, je suis jamais vraiment allée chercher à savoir s'il n'a pas du tout joué, donc je sais pas si c'est vraiment qu'il a jamais joué, mais effectivement il y a des enfants qui n'ont pas eu tellement la possibilité de jouer dans le cadre de leur famille, et puis c'est vrai que ça peut amener vraiment à un retard de développement psychomoteur. Donc, avec des compétences globalement plus faibles, on peut y avoir vraiment des difficultés au niveau de la régulation émotionnelle. Donc, des petits qui ne savent plus comment faire avec leurs émotions. Après aussi au niveau des compétences sociales, comme ça a déjà un peu été dit. Voilà, pareil, ils sont un peu démunis. Et puis il y a aussi tout ce qui est autour de la créativité, l'imagination. On voit que ça manque beaucoup, quoi. Par exemple, ils peuvent venir dans la salle et puis dans la salle de psychomotricité, il y a plein d'objets polyvalents, comme le pot de yaourt, enfin, des ballons, des bâtons, des couvertures et tout ça. Puis en fait, ils n'ont pas d'idée, ils ne savent pas quoi faire, quoi. Voilà, quand ils ont le choix, malgré tout ce qu'il y a dans la salle, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas d'idée, quoi. Ils ne savent pas jouer. Alors, même question pour vous, Valérie Caldellari. Vous avez caché le pot du yogourt, mais moi, je vais revenir à ce pot du yogourt. Ce sera mon fil rouge de la soirée. Il faut toujours se raccrocher à quelque chose. Moi, c'est le yogourt ce soir. Donc, vous avez des enfants en face de vous. Merci beaucoup, je le prends volontiers. De une H, 2 H également. C'est quoi les symptômes qu'ils développent, ces enfants? Oui, alors je précise que je travaille dans tous les degrés. Hein. Mais ça, le pot de yogourt, c'est plutôt un 2H. C'est pour les plus petits, ouais. Donc, si je dois rajouter, évidemment qu'à l'école, on voit des difficultés de régulation émotionnelle, de motricité, des difficultés dans la socialisation. Ce que je pourrais compléter, c'est qu'en fait, le fait d'être carencé en imagination, en capacité à imaginer, donc à se faire des images dans sa tête, ça empêche de mettre en place des processus de pensée. Donc, c'est des enfants qui vont être capables d'apprendre des choses factuelles, sur lesquelles on ne doit pas du tout réfléchir, faire de liens, des choses qu'on ne doit pas mettre en lien pour résoudre quoi que ce soit. Ça, ils pourront l'apprendre. Le nom des chiffres, comme une comptine, les couleurs, ça va fonctionner. Plus tard, ça va bloquer, parce que ça va bloquer au niveau exécutif. Ils ne vont pas être capables de planifier, d'organiser, de réguler leur processus de pensée pour atteindre un objectif. Ils ne vont même pas être capables d'en formuler un de processus de pensée. C'est un peu ce que dit Sarah, quand ils ne sont pas capables de faire un choix ou de trouver comment jouer avec des objets, c'est ça qui va se passer en termes d'apprentissage aussi. Ils ne vont pas être capables d'utiliser et de développer leur fonction exécutive. Et sans ça, les apprentissages sont compliqués, voire impossibles. Donc voilà, Vygotsky disait qu'en fait, qui est une référence en pédagogie, en psychologie, pour ceux qui ne le connaissent pas, il disait qu'en fait, l'imagination, c'est l'intériorisation des jeux enfantins. Et c'est vraiment ça qu'on voit, en fait. Et un enfant carencé en imagination ou un adulte carencé en imagination ne peut pas apprendre. Voilà. Alors, j'ai une question que je vous poserai à toutes les trois, mais une question à Maurice Berger. Moi, je voulais vous la poser avant. Il y a une solution pour chaque enfant, il y a une solution pour chaque cas. On reste optimiste chaque fois. Oui, c'est. C'est pas parce qu'un enfant n'arrive pas à jouer au début qu'il ne va pas développer son imagination. C'est sûr qu'il faudra qu'on lui prête notre propre imaginaire au début,
mais je ne suis pas pessimiste là-dessus. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire, je crois que le meilleur investissement pour un pays, c'est la toute petite enfance et développer ces activités de jeu avec des petits. Mais je voudrais souligner une difficulté quand vous avez parlé des visites à domicile, d'aller au domicile avec la mallette. On ne peut pas jouer avec un enfant quand la télévision est allumée. Et donc, on arrive chez des gens, il y a la télévision du matin au soir, et le bruit rentre dans la tête de l'enfant, et à ce moment-là, il ne peut pas être concentré sur le jeu. Donc, on fait pratiquement un crime de lèse télévision ou de lèse ambiance familiale en disant, est-ce que ça serait possible de fermer la télévision? Mais ça ne se fait pas dans certaines familles. Et c'est là que le jeu peut commencer. C'est un débat, est-ce qu'on laisse la télé ouverte ou pas? Mais je dis, non, on voit très bien comment le son traverse l'esprit de l'enfant et l'empêche, il a toujours l'attention détournée. Je reprends la parole, c'est toujours compliqué de savoir à quel moment je peux la reprendre. Sarah Richard, c'est aussi un constat que vous faites, on doit faire des crimes de lèse télévision. Est-ce que la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a une solution pour tous les enfants? Est-ce qu'à un moment donné au CDTEA, on referme le dossier de l'enfant en disant « Ouais, super, c'est réglé ». Alors, oui, généralement, on arrive quand même assez bien à remettre l'enfant dans une dynamique de jeu, dans de la créativité. Des fois, il faut passer pour les plus grands. Ils disaient que c'est des fois plus difficile, mais en fait, en passant par exemple, la peinture ou des choses comme ça leur parle un peu plus, puis on arrive à les remettre sur un élan d'imagination, de créativité, et puis finalement de jeu aussi. Donc, on trouve toujours des astuces avec tous les âges pour les remettre dans ce chemin du jeu. Voilà. C'était ça, c'était le crime de lèse télé, mais vous y avez répondu également. Par rapport aux écrans, ah oui, ouais. Les écrans, ouais. Oui, alors les écrans, effectivement, c'est vraiment, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais c'est quelque chose qui est, en tout cas jusque, je dirais, vers 2-3 ans, c'est vraiment mauvais, quoi. Donc c'est un grand non, c'est définitivement non, les écrans, on est bien d'accord. Oui, alors après, il y a les balises qu'on a déjà bien entendues, les 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Puis effectivement, il dit pas d'écran avant 3 ans, et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que jusqu'à 2-3 ans, l'enfant il a vraiment besoin de découvrir son corps, de découvrir le monde qui l'entoure par tous ses sens. Il a besoin d'aller dans du jeu sensorimoteur, de manipulation, du concret, et puis de pouvoir secouer, lécher, sentir, vraiment manipuler concrètement. Et puis en plus avec le lien affectif qui est super important parce que c'est ça qui va amener ce lien d'attachement et qui va vraiment permettre les aspects relationnels, que tout se passe bien, les habiletés sociales, enfin bref, tout ça. En plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les écrans, le problème c'est que jusqu'à cet âge-là, il ne va pas pouvoir être bon parce qu'un écran, il ne s'ajuste pas émotionnellement à l'enfant. Il ne va pas s'ajuster au rythme de l'enfant, à ses besoins sur le moment, en direct. Et puis, l'écran, il ne comprend pas non plus le langage non-verbal, le langage corporel de l'enfant. Donc, peut-être des fois, l'enfant, il va en avoir marre, il aimerait pouvoir se mettre en retrait. Alors, si c'est un humain en face, il va comprendre que l'enfant, il se pousse comme ça, puis il va le laisser tranquille. Tandis qu'un écran, ça, il ne va pas le comprendre. Donc, l'écran ne s'adapte pas du tout aux tout petits. Donc, c'est vraiment pas la bonne solution. Alors, Valérie Caldellari, 2 questions pour vous. Celle des écrans et de la solution pour tout un chacun. Alors déjà, oui, il y a toujours une solution. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Sinon, je changerais de travail. Mais oui, mais plus on agit tôt dans le développement de l'enfant, plus c'est facile. Ça, on l'a répété plusieurs fois, mais c'est vrai. Et il y a un autre point qui est hyper important, c'est qu'en fait, il faut que les parents soient partie prenante, partenaires, convaincus du projet et qu'ils agissent aussi à la maison. Parce que sinon, ce n'est pas en passant 1 heure par semaine en psychomotricité ou 45 minutes par semaine en enseignement spécialisé ou en ayant des interventions de l'OEI que ça risque de fonctionner quand c'est des enfants qui sont vraiment carencés là-dedans. Donc pour ça, c'est important. Et moi, je n'ai jamais rencontré des parents qui ne voulaient pas.
j'ai toujours rencontré des parents qui ne savaient pas ou qui ne pouvaient pas. Et pour moi, c'est ça notre rôle de professionnel, c'est de les informer et de les outiller ou de les orienter pour qu'ils puissent être ce relais à domicile. Donc ça, pour améliorer la situation. Et les écrans, en fait, moi, le message que je donne et que j'essaye de relayer, c'est qu'en fait, tout le temps qu'un enfant va passer devant un écran, c'est du temps perdu pour son développement. Pour de multiples raisons, on l'a dit, mais je vais le répéter, le cerveau humain n'a pas changé. Le monde a évolué, mais notre cerveau, il est toujours pareil. Et il a besoin de manipuler, d'expérimenter avec tous ses sens dans le monde réel. Si l'enfant ne vit pas ça, tout ce qu'il pourra apprendre sur les écrans, même sur l'application éducative, pédagogique, peu importe les arguments marketing qu'on va mettre autour, ne servira à rien parce que, comme je vous l'ai expliqué avant, il ne pourra pas utiliser ce qu'il apprend. Donc voilà, moi j'ai des parents qui me disent « Oui, mais grâce à ça, il parle anglais. » Non, il ne parle pas anglais. Il répète des mots en anglais. Moi, si je parle avec lui en anglais, il ne me comprend pas. Ou des gens qui disent « Oui, mais il a appris à compter jusqu'à 200 grâce à la tablette. » Formidable. Je lui demande d'aller chercher 7 bananes, il ne sait pas de quoi je parle. Donc, ça ne sert à rien pour les enfants, ça sert aux adultes qui ont besoin de temps. Donc, si réellement, il y a des parents dans la salle, et là, je m'adresse plus aux parents qu'aux professionnels, vous êtes obligés de mettre votre enfant devant un écran, faites attention à le mettre devant des contenus qui sont suffisamment longs, donc des dessins animés que vous avez vérifiés. Petit ours brun existe aussi en dessin animé, par exemple. Et surtout pas sur des shorts ou des réels. Parce que ça va apprendre au cerveau de votre enfant à changer d'information toutes les 15 à 20 secondes. Ça va former ses capacités attentionnelles à changer toutes les 15 à 20 secondes de focus. Donc voilà, les écrans avant 3 ans, c'est non. Après, c'est des contenus choisis, suffisamment longs et si possible accompagnés par vous. Alors, on va finir ce tour de table. Même question pour vous, Nicole Pello. Les écrans, c'est plutôt non également, quoi. Hein, avant les écrans, les parents, tous les parents. je laisse prendre le micro, ouais. Enfin, moi, tous les parents que j'ai rencontrés, même dans des histoires de migration horrible, tous les parents, ils veulent que ça aille bien pour leurs enfants. Sauf que qu'est-ce que c'est le bien pour leurs enfants? Pour certains, c'est « Ah, il va apprendre l'anglais ou il va savoir compter », alors que non, il faut d'abord qu'il passe par toutes ces étapes d'exploration. Déjà ça. Maintenant, alors, les écrans. Moi, 2 choses. Je pense que c'est un peu le poison de notre société et en même temps, c'est une opportunité géniale. Regardez, où est-ce qu'on est là aujourd'hui? On a le docteur Berger avec nous, on a des micros, on n'a pas besoin d'écran pour nous qui sommes là, mais donc on est d'accord. Je suis d'accord avec Serge Tisseron, je l'ai eu il y a 2 semaines au téléphone. Il nuance un tout petit peu, il est un peu obligé, parce que de toute façon, on est confronté à la réalité. C'est horrible. Maintenant, il se vend des écrans pour brancher sur la poussette du bébé. Alors, maman est sur son écran et bébé est sur son écran, comme ça, on est tranquille. À la maternité, les mamans, elles ont le bébé au sein et puis le téléphone. Ça, c'est grave, parce que ça, c'est comme une maman déprimée. C'est comme une maman déprimée. Elle n'est pas avec son bébé. Donc, ok, non. Ces écrans, soyons très prudents. Maintenant, j'ai une toute petite nuance. Je pense que pas pour le bébé comme ça, mais vers 3 ans, puis des fois c'est déjà vers 2 ans, utiliser un écran avec son enfant, parce qu'on lit un livre, ou bien on dessine, on est avec, toujours avec. Donc utiliser une tablette pour faire quelque chose avec son enfant, regarder une histoire plutôt qu'un livre, puis il est là. Mais je suis d'accord avec vous, l'écran n'a pas d'affect. Même s'il y en a qui disent des mots doux ou autre chose, ou qui félicitent, l'écran n'a pas l'affect des parents. Donc, ce qui manque, c'est toute cette relation affective avec l'enfant. Par contre, être avec l'enfant pour dire ben, « regarde là, ah ben, c'est rouge ben, ça pourrait être sur un livre, ben, c'est sur une tablette ». Donc, je pense que l'écran avec l'enfant, pour les plus jeunes, puis après, savoir, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on va leur proposer. Regarder avec eux. Le dessin animé, oui, il faut le regarder avec eux pour qu'on puisse expliquer si jamais. Et puis après, quand ils grandissent, à être sûr qu'on a des contenus adaptés à l'âge.
Il y a un petit bémol aussi sur comment le cerveau va se développer plus tard. Hein. Je ne parle plus des jeunes enfants ou de l'école primaire. Mais il y a je vous en ai parlé, il y a une chercheuse en neurosciences, vous l'avez peut-être entendu parler d'elle, Daphné Bavelier, qui a fait une jolie démonstration. Oui, je parle des plus grands. Mais des plus grands qui, dans leur jeunesse, ont fait des jeux vidéo où il fallait réagir et tout ça. Eh bien, les chirurgiens, les jeunes chirurgiens qui, dans leur jeunesse, je ne parle pas de l'enfance, hein, là, je suis déjà chez les plus grands, ont fait des jeux de ce type, sont plus efficaces que mes collègues qui n'ont jamais fait ça. Voilà. Oui, Monsieur Berger, j'imagine que vous pouvez être que d'accord avec ce qui s'est dit autour de cette table, autour des écrans notamment. Oui, je n'entends pas tout, donc je perds certaines choses. Je le regrette parce que je pense que je peux apprendre de vous. Je pense que l'écran est un danger pour l'espèce humaine, en particulier pour les petits, mais même pour les plus grands, c'est clair et net. Je voudrais juste dire les travaux qu'on a mais depuis des années et des années. Un enfant a besoin du reflet de lui qu'il trouve sur le visage de ses parents. C'est-à-dire c'est là qu'il va pouvoir avoir un reflet de ses propres émotions. D'ailleurs, on voit bien, oulala, tu n'es pas content, enfin, comment on parle à un bébé tout petit, ou comment on va rire avec lui. On a un chercheur qui a écrit que le bébé, pendant les premiers mois, est celui qui n'a pas de visage. C'est-à-dire son visage, c'est celui du parent. C'est ce qui va lire son visage. Un bébé ne sait qu'il sourit que parce qu'on lui sourit en miroir. Donc, si le parent est branché sur son téléphone, comme on le voit avec les parents qui poussent leur berceau, le berceau de l'enfant, c'est vraiment, je crois que c'est des dégâts considérables. Mais je voudrais aller un peu plus loin. En vous écoutant, je pensais que, pour moi, je m'occupais d'enfants et de parents toute la journée. Quand je rentrais, je gardais toujours un moment pour jouer. Et je me disais, mais enfin, l'expression est triviale, mais pourquoi faire avoir un enfant, si on ne passe pas de moment avec lui, au fond? Donc, c'est bon, d'accord, je suis le père de tant de gosses, etc., tout ce qu'on veut, mais pourquoi avoir un enfant si ce n'est pas pour partager le moment avec lui? Et des moments de ce genre, c'est vraiment une question à se poser. C'est-à-dire que, on a à être actif, je dirais, alors qu'on est dans une société, justement à cause des écrans, qui nous pousse vers la passivité. Et aussi, une question, quel souvenir je veux que mon enfant garde des moments que j'ai passés avec lui? Voilà, en tout cas, moi j'ai raisonné comme ça, avec mes enfants. Alors, j'ai encore une question pour chacune d'entre vous. Donc, moi, j'ai pris des notes. Donc, on parle de CDTEA, Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent. Alors, mon épouse, il travaille à Martigny et chaque fois, elle doit m'expliquer ce que c'est parce que j'oublie d'une fois à l'autre. On parle d'enseignement spécialisé sur un niveau un petit peu plus clair. On parle de pédiatrie. Madame Pello, quelqu'un qui a des problèmes, il s'adresse à qui? Il y a une porte d'entrée unique ou bien on tape sur Internet tous ces mots? On va voir qui en premier. Question patate chaude, comme on les appelle. On va voir celui en quel on a confiance, si on en a un. Ça peut être la sage-femme, ça peut être l'infirmière du CMS, ça peut être le pédiatre. Là, c'est un peu, il y a le premier niveau, c'est pas des spécialistes. Puis c'est ces gens-là, sage-femme, infirmière ou pédiatre, qui vont déjà faire un bout de chemin pour accompagner les parents si c'est nécessaire et que ça se résout, et sinon qui vont les orienter vers des spécialistes, que ce soit le CDTEA, que ce soit l'OEI, que ce soit... Parfois, c'est la protection de l'enfance, parce que c'est grave, et puis on se dit, non, mais là, ces parents, on n'arrive pas à les aider, il faut prendre des mesures un petit peu plus difficiles à prendre, mais parfois, ça arrive aussi. C'est douloureux, je dois dire, comme professionnel, de devoir faire ça, mais on doit penser à l'enfant. Et voilà. Donc, un parent s'y retrouve forcément dans ce labyrinthe. Je pense qu'en Suisse et en Valais, mais... on a la chance d'avoir quand même
une palette de professionnels et de services à disposition. Et puis, notamment, depuis longtemps en Valais, on a les consultations pour la petite enfance, enfin, les consultations parents-enfants des CMS. C'est des bonnes portes d'entrée, c'est ouvert à tous. Tous les enfants ont le droit d'avoir un pédiatre ou un généraliste, parfois, quand on est dans des régions où il n'y en a pas. Puis ça, c'est déjà une porte d'entrée, mais accessible à tous. Même les enfants migrants. J'ai fait la consultation pour les enfants ukrainiens quand ils sont arrivés. Ils ont tous eu le droit d'avoir une consultation pédiatrique. Et puis après, ça se répartissait. Alors, on arrive gentiment au bout de la table ronde. Oui, allez-y, allez-y. Ouais. Bien sûr, on est là pour ça. Allez-y, allez-y. Alors, ouais, peut-être je précise juste que ça dépend de l'âge de l'enfant, en fait. Ta question dépend de l'âge de l'enfant parce que, par exemple, le CDTEA, c'est effectivement une structure à laquelle les parents peuvent s'adresser en préscolaire. Mais d'une fois qu'ils sont à l'école, des signalements au CDTEA passent par l'école, par exemple. Donc, l'école, c'est aussi un relais pour les enfants plus grands qui sont scolarisés, et de détection et d'orientation. Mais voilà, je voulais juste, au cas où il y a des parents dans la salle de petits ou d'enfants scolarisés, voilà. Et moi, je voulais juste aussi dire que pour les parents, de faire appel à qui, je pense que déjà, ils peuvent faire appel à eux-mêmes en première instance. Déjà, eux-mêmes, je pense qu'ils ont des capacités, il faut qu'ils prennent aussi un peu confiance en eux, puis de se dire qu'en fait, ils peuvent déjà, eux, essayer de changer un petit peu, de se dire, voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je prends 5 minutes voilà, que je vais passer avec mon enfant, sans mon téléphone, sans écran, sans rien. Un petit moment de qualité. Enfin, là, je pense que ça, voilà, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et puis voilà. Puis si après vraiment, ça continue à coincer, faire appel à l'extérieur. Mais je pense que avant d'aller à l'extérieur, chaque parent peut déjà essayer de réfléchir à lui-même, lui aussi, quelle utilisation il a de ses écrans, et puis de travailler en premier sur lui, de faire un effort avec son enfant, et puis après, d'aller consulter, quoi. Et si vous êtes professionnel dans la région de Sierre ou dans vos régions, il y en a aussi, par exemple, la Maison Soleil à Sierre ou les maisons ouvertes ailleurs. Elles ont différents noms qui sont basés sur ce qu'avait fait Françoise Dolto à l'époque. C'est des endroits où c'est chouette d'orienter les parents que vous sentez en difficulté dans la capacité à jouer avec leur enfant, parce que là, ils seront dans un espace où il y a tout ce qu'il faut et accompagnés par des professionnels qui pourront faire cette guidance. Vous êtes parfaite, parce que vous avez répondu aux dernières questions que je voulais vous poser. Donc voilà, c'est parfait. C'était le rôle de l'école notamment. Et est-ce que l'initiative peut venir des parents ? Donc voilà, je crois que Maurice Berger est un peu plus nuancé là-dessus. Il m'a dit au téléphone que c'était rarement les parents qui allaient prendre l'initiative et que c'était les professionnels, je vais peut-être répondre à cette dernière question, qui devaient justement créer des groupes parents-enfants pour que l'enfant joue. Oui, parce que c'est vrai que des fois, les parents, ils n'ont pas trop le temps, puis ils préfèrent venir à un groupe organisé, à quelque chose qui est fixé. Voilà, il y a un rendez-vous, du coup, ils sont obligés d'y aller, entre guillemets. Et puis, ça les pousse à avoir au moins ce moment-là de jeu et de partage, de relation avec l'enfant. Mais c'est vrai qu'on aimerait mieux que les enfants prennent cette initiative d'eux-mêmes, de passer du temps à jouer avec leur enfant, plutôt que de devoir venir en séance, en rendez-vous pour le faire. Voilà. Alors, on vous laisse préparer vos questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions également par la magie des ondes qu'on va relayer à M. Berger. Avant cela, juste le temps de se préparer. M. Berger, le mot de la fin, il est pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion de cette table ronde ? Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées ce soir. Ouais. Ok. Alors, Je trouve que par le jeu, voilà. on aide le parent à aider son enfant. En tout cas en France, on a un peu trop tendance, on a eu dans le passé trop tendance à dire laissez, je m'occupe de votre enfant. Alors que, ça a été décrit par Winnicott, qui est un psychanalyste connu. Notre premier travail, je trouve, que c'est d'aider un parent à aider son enfant. Et souvent, c'est par le jeu en présence d'autres personnes, que ça va passer. Et c'est bien préférable pour le parent
participer à aider l'enfant à surmonter une période compliquée. Voilà ce que je dirais par rapport à... Il me semble que ça reprend certaines choses qui ont été dites. Voilà, merci Monsieur Berger. Est-ce qu'il y avait des questions Alors, je te laisse peut-être voilà, je te donne l'attirail. Voilà, j'ai une question d'un internaute qui nous pose la question de savoir quels moyens, mais c'est plutôt une question peut-être pour les gens ici valaisans locaux, quels moyens l'école dispose pour repérer les enfants qui n'ont pas joué et comment peut-elle intervenir dans les familles? Est-ce qu'il y a une possibilité d'intervenir? Alors, l'école n'intervient pas dans les familles. Ça, c'est pas du tout notre rôle. Par contre, alors déjà, il y a deux questions. Déjà, comment est-ce qu'on les repère, entre guillemets? Alors ça, c'est mon travail. Enfin, c'est le travail de moi et d'autres enseignantes spécialisées. Je ne suis pas toute seule. Le test du pot de yogourt, c'est un test. Il y a aussi dans le dessin la capacité de l'enfant à dessiner. Nous, on joue avec les enfants. Moi, je joue à faire semblant avec les enfants. Donc, on voit comment est-ce qu'ils sont capables ou pas d'entrer dans le jeu et tout ça. Donc, ça, c'est notre détection. Ensuite, dans un premier temps, on va agir, nous, dans le cadre de l'école. Il y a du temps de jeu libre qui est prévu dans le premier cycle dans les classes, avec une diminution progressive jusqu'en 4H. Donc ça, c'est déjà une aide. On va voir les parents de ces enfants à qui on va conseiller, on va leur donner des conseils, on va les outiller ou les orienter si vraiment c'est plus compliqué. Mais en général, dans un premier temps, voilà un peu le rôle de l'école. Dans les familles, on n'interviendra pas. S'il y a une intervention nécessaire dans la famille, alors dans ce cas, on va signaler, orienter chez d'autres professionnels. Parfait. Est-ce qu'il y a encore des questions de la salle à nos trois spécialistes ou à Monsieur Berger? C'est le moment de les poser. Voilà. Est-ce que tout était clair aussi? Quelqu'un en a bien fait le job, donc c'est plutôt positif pour nous. Donc dans ces cas-là, on fait un petit décompte en général. 3, 2, 1. Pas de questions. Alors je pense qu'on peut applaudir ces trois dames et Monsieur Berger. Bravo. Merci beaucoup. Charlotte, tu viens nous donner le mot de la fin, la conclusion. Waouh. Oui, alors, donc nous, on est de l'association des parents d'élèves. Donc Julien, je ne sais pas ce que tu en penses. Les mots que j'ai retenus de cette soirée, eh bien, un bébé n'a pas de visage, ça m'a énormément marqué. Donc jouer avec son enfant, ça veut dire déjà faire des gazouillis en fait avec le bébé, c'est déjà ça. Le rôle du parent clé. Eh ben, qu'il n'est jamais trop tard pour agir, ça donne quand même beaucoup d'optimisme dans tout ça. Et puis, ne pas hésiter à solliciter les spécialistes de confiance, finalement. Il n'y a pas une personne clé, mais finalement, voilà, faire le pas de chercher de l'aide. Et puis, le rôle quand même crucial de l'école, hein, plus que jamais peut-être aujourd'hui, avec le jeu libre en début en école primaire, et puis cette interaction qui manque énormément en fait au quotidien, voilà, dans les familles. Alors, je suis assez proche de Frédéric. Je ne vais plus jamais jeter mes pots de yaourt. Parce que c'était vraiment quelque chose pour moi. Absolument. Et je pense qu'on retient aussi cette chose assez simple. Le jeu est simple. On n'a pas besoin d'avoir une grande boîte, comme disait le docteur Berger, d'avoir plein de choses avec plein de règles. C'est simplement un pot de yaourt peut-être, ou une coquille de noix, ou un bout de fil de fer. Et avec ça, on crée l'imagination infinie de l'enfant. Bien. Et puis, on passe aux remerciements. Maurice Berger, un grand merci à vous d'avoir été ici avec nous ce soir. C'est un immense honneur pour nous de vous avoir à Sierre. Merci de votre invitation. Jouez bien. Jouez tranquillement. Jouez bien. C'est des moments sacrés. Profitez-en.
Ils vont grandir trop vite. Et puis, nous remercions bien sûr aussi tous les participants de la table ronde. Merci pour votre temps, si précieux aussi. Et puis, Frédéric Philippin, pour cette modération, merci. Christian Nanchaine, merci, qui est chef du service cantonal de la jeunesse. Merci pour la confiance de nous avoir aidés à participer à cette soirée. À la direction des écoles qui nous soutient toute l'année, pour aussi bien l'année du jeu que pour cette soirée. Et la direction germanophone des écoles de Sierre, car oui, Sierre est bilingue. Donc merci à Laura Bachmann. Oui. Merci à Cédric, merci à Alexandre, le côté technique. Ils sont cachés au fond là-bas. Les personnes qui sont sur YouTube ne les voient pas. Mais sans eux, on n'aurait pas pu avoir d'image ni de son. On les remercie infiniment pour tout ça. Et puis, évidemment, notre comité, notre cher comité, avec ses 9 membres, David, notre vice-président, Sarah, Adélaïde, Shirley, Marcia, Ildiko, Julia. Merci pour tout le temps que vous passez à nos côtés, à préparer tous ces événements. Vous avez entendu 15 événements l'année passée. On vous promet l'année prochaine, on se calme un petit peu. Mais merci infiniment pour tout le temps que vous passez. On a tous des enfants, on sait ce que c'est, puis vous donnez vraiment à fond à corps pour nous. Merci beaucoup. Et bien sûr, merci à vous, cher public et chers internautes. Voilà, merci d'être là. Donc la conférence se termine. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à tous ceux sur YouTube qui étaient sur leur canapé en train de nous regarder. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Les personnes sur YouTube, malheureusement, ça s'arrête là. On pensera à vous pour la suite. On va maintenant, nous, se déplacer en direction de la halle de l'ECCG pour partager un petit verre ensemble et pouvoir continuer les discussions. Merci beaucoup.